Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire intitulé Peut-on être libre de choisir sa fin de vie, qui fait référence à l'article 1 voté le 8 avril 2021 à l'Assemblée nationale concernant une nouvelle proposition de loi légalisant une aide médicalisée active à mourir. Alors, j'aurai comme rôle principal de modérer ce webinaire avec Madame Cécile Cornet, qui est salariée de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté et qui a porté ce projet avec le soutien de Madame Aurélie Jean, qui est la directrice administrative de cet espace éthique. Alors, Cécile aura également comme rôle de poser ou de me transmettre les questions qui seront écrites dans le chat de ce webinaire. À noter que les compteurs ont été bloqués pour ce webinaire à 100 personnes, qui est la jauge maximale acceptée pour ce webinaire. Par contre, aucune frustration pour les autres, car ce webinaire est également diffusé en direct sur YouTube et les youtubeurs et les youtubeuses pourront également transmettre leurs questions qui seront par contre posées ou transmises cette fois-ci par Aurélie. Alors, le format court 1h30, ça va aller très très vite, ne permettra pas forcément de répondre à toutes les interrogations, toutes les questions qui peuvent être posées. On essaiera en tout cas via le chat de répondre en partie à ces questions. Alors de même, il y a un replay, comme on dit, ou une rediffusion qui sera disponible sur le site internet de l'espace de réflexion éthique, www.erebfc.fr. Voilà pour les informations générales. Alors, un bref rappel du contexte que l'on peut retrouver de manière très détaillée sur les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat. En effet, ces dernières années, plusieurs lois ont été votées dans le champ de la fin de vie, renforçant à chaque fois les droits des patients, notamment en rendant obligatoire le consentement libre et éclairé des patients quand cela était possible, en refusant l'obstination déraisonnable telle que mentionnée dans la loi Leonetti de 2005 et plus récemment la loi Claes-Leonetti de 2016 qui ouvre le droit à avoir accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès et des directives anticipées qui sont devenues opposables, ce qui n'était pas le cas en 2005. Donc, il est temps de présenter maintenant les deux intervenants. Je remercie par avance de leur présence. Alors, je vais commencer par Marie Astène-Defel, qui est doctorante en psychologie à l'Université de Bordeaux, auteure de la publication Le souhait de hâter la mort, définition, déterminant, enjeux et perspectives. Et on a l'honneur de recevoir le professeur Régis Aubry, qui est médecin, enseignant, chercheur au CHU de Besançon, qui est également du chef du pôle autonomie en handicap au CHU de Besançon, membre du Conseil consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, également coprésident de la plateforme nationale pour la recherche de la fin de vie, et puis qui va être porteur de cette loi, mais il pourra nous en parler. Alors peut-être pour commencer, je vais faire intervenir en premier Marie. Madame Astène-Defel, votre expérience en tant que psychologue en soins palliatifs vous a amené à côtoyer des patients et des patientes atteintes plus souvent de maladies graves et incurables, qui à un moment de leur de leur prise en charge ont sollicité les soignants et parfois vous-même pour vous demander que l'on en finisse, c'est-à-dire ont exprimé le souhait de hâter la mort. Pouvez-vous nous partager en quelques minutes votre expérience dans ce domaine et notamment au travers de l'article que vous venez de publier intitulé Le souhait de hâter la mort, définition, déterminant, enjeux et perspectives, nous relater votre expérience de terrain. Bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est des demandes auxquelles on est très souvent confronté et c'est ce qui nous a amené aussi à nous y intéresser dans le cadre de la recherche et de la littérature un peu pour pouvoir étayer aussi notre pratique. Je vous avais préparé une petite infographie, mais en fait, j'ai dû la découper avec un PowerPoint parce qu'elle ne rentrait pas dans le partage d'écran. Donc, je vais vous la partager, comme ça, ce sera un support aussi aux différents propos que je vais pouvoir avoir. Je pense que j'en ai à peu près pour… Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon, C'est on bon? a… Super. Je pense que j'en ai à peu près pour 3-4 minutes et ce qui pourra nous permettre après de discuter sur ce sujet-là. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, les interrogations, elles sont essentiellement portées sur le mourir et la manière dont on va mourir. L'homme est à la recherche constante d'une bonne mort et les soins palliatifs revêtent une importance capitale dans ce domaine. Ils ne permettent pas pour autant d'aseptiser et de maîtriser cette douloureuse période de la fin de vie. Et on peut même être amené à penser que les demandes de mort que moi je vais appeler souhait de hâter la mort
peuvent être un symptôme sociétal d'une volonté de maîtrise. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important d'éclaircir les choses. Moi, quand je me suis intéressée à cette problématique, je me suis rendu compte qu'on évoquait tous des notions qui étaient quasiment similaires, mais avec des langages qui étaient très différents, ce qui ne faisait qu'augmenter la confusion et l'incompréhension entre professionnels, mais aussi au sein de la population générale. Donc, pour moi, le principe clé, et je ne sais pas si ça fonctionne, oui, c'est bon, c'est qu'il faut définir l'intention de la personne. Quand on parle d'aide à mourir, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle intention de la personne. En effet, une personne à un stade avancé de sa maladie pourrait souhaiter vivre, pourrait accepter sa mort ou encore pourrait souhaiter mourir. Quand on souhaite mourir, ça veut dire plusieurs choses. On peut souhaiter mourir sans hâter sa mort. On peut commencer à considérer le souhait de hâter sa mort, c'est-à-dire qu'on peut envisager hypothétiquement de précipiter la mort ou de considérer le fait de hâter la mort, mais se dire que pour le moment, ce n'est pas encore une option. Et on peut aussi vouloir hâter sa mort, c'est-à-dire demander explicitement à mourir ou encore refuser un soutien vital avec l'intention de mourir ou encore envisager le suicide, l'euthanasie ou toute autre aide à mourir. Dans les deux derniers cas, la personne désire que sa vie prenne fin maintenant. Et l'intentionnalité de la personne à cet égard peut osciller ou fluctuer dans le temps. D'accord ? Donc c'est là que moi je parle de souhait de hâter la mort, en fait. On dit que ce souhait, il apparaît en réaction à la souffrance, dans le contexte d'une condition qui est potentiellement mortelle, où le patient ne peut voir d'autre issue que d'accélérer sa mort. Il est à distinguer d'une acceptation d'une mort imminente ou d'un désir de mourir naturellement, mais de préférence bientôt. Ce souhait, il apparaît en réponse à un ou plusieurs facteurs qui peuvent être d'ordre physique, que ce soit des symptômes qui sont présents ou qui sont envisagés pour le futur. Ils peuvent apparaître en conséquence d'une détresse psychologique majeure, à savoir par exemple la dépression, le désespoir ou de nombreuses peurs. Ils peuvent apparaître aussi en conséquence d'une souffrance existentielle, par exemple la perte de sens dans la vie, ou en raison de différentes souffrances sociales, par exemple le fait de pouvoir se sentir un fardeau pour son entourage. Donc on l'a bien compris, ce souhait il est motivé par différentes raisons, avec une étiologie qui est souvent multifactorielle, mais il revêt aussi un sens. Le sens, c'est la signification que les patients vont attribuer à ce souhait. La signification, c'est souvent le reflet des valeurs personnelles et morales de la personne. Par exemple, ça peut être le fait de vouloir mettre fin aux souffrances irraisonnables, de vouloir mettre fin à une vie qui est maintenant sans valeur, ou encore d'épargner aux autres le fardeau de soi-même, ou encore préserver son autodétermination dans les derniers moments de la vie. Donc, on l'a bien compris, ce souhait, il a des raisons, il a un sens, mais il a aussi des fonctions. Les fonctions, c'est l'effet que ce souhait va avoir sur le monde émotionnel interne du patient, sur le regard d'autrui ou encore dans les relations. Par exemple, une personne peut chercher, et attention, je précise consciemment ou inconsciemment, à attirer l'attention d'autrui, à déclencher des interactions, à parler du mourir, ou encore à rétablir l'agencement personnel, c'est-à-dire à se rassurer quant au fait d'avoir la possibilité de faire quelque chose si nécessaire. Ça peut aussi être un désir de vivre, un cri désespéré, voire même une tentative de préservation de soi. Je vous l'accorde, la distinction entre sens et fonction, c'est un peu ambigu. Et tous les auteurs ne sont pas d'accord sur la manière de classifier les choses. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'était effectivement les interactions sociales. On va parler d'interactions sociales dans le cas où elles vont co-constituer ou influencer le souhait de hâter la mort. C'est-à-dire qu'à travers la communication directe et indirecte, les réactions assumées au réel d'autrui, ou encore les schémas culturels dominants, la réaction d'autrui peut influencer le souhait de hâter la mort du patient. Tout à l'heure, on a vu que quand un patient souhaitait hâter sa mort, il pouvait tenter de générer quelque chose chez l'autre, consciemment ou inconsciemment. Là, lorsqu'on parle des interactions sociales, on va s'intéresser à ce que va générer la réaction de l'autre chez le patient. À l'heure actuelle, et à ma connaissance, il n'y a aucune recherche qui établissent effectivement un rapport sur ces interactions-là. Par contre, il existe quelques recherches sur ce que ce souhait va générer chez l'autre. Ce que l'on sait, c'est que les professionnels de santé, souvent médecins et infirmiers car ce sont les plus étudiés dans la littérature, lorsqu'ils sont confrontés à ces souhaits, vont adopter une posture qui vise à atteindre le patient, à moduler l'interaction entre le professionnel et le patient, ou encore une posture qui va viser à protéger le professionnel de santé lui-même. Nous, on a mené une étude qui est un peu similaire à celle-ci
qui est sur la même thématique, où on constate que ce souhait va générer chez les professionnels de santé qui étaient là, en l'occurrence des professionnels, des médecins et des infirmiers en soins palliatifs, que ce souhait générait de nombreuses manifestations émotionnelles, comme de l'impuissance, un sentiment d'échec, une frustration, parfois même des émotions de colère, que ce souhait allait générer aussi des agissements à l'égard du patient, de sa famille, mais aussi de l'équipe. Et on constate aussi que ce souhait n'est pas anodin pour les professionnels, car ils ont besoin d'un étayage. Souvent, l'étayage, c'est l'équipe. Et enfin, ce qu'on constate, et ça c'est le dernier point de notre étude, ce qu'on constate, c'est que ce souhait va générer une multitude de questions existentielles relatives à la finitude chez le professionnel de santé. Donc on le voit bien, le souhait de hâter la mort peut constituer un véritable champ de tension pour les professionnels, car il y a d'une part une obligation éthique de ne pas accélérer la mort à l'heure actuelle, et d'autre part, la nécessité de respecter le droit du patient à l'autodétermination. Là, c'était par rapport aux professionnels de santé. Concernant les proches, il y a une étude qui fait part de l'interaction entre proches et patients au regard de ce souhait. Ce que cette étude dit, c'est que le degré d'accord entre le patient et l'aidant sur ce qui devait se passer à la fin pouvait contribuer à la mise en action du souhait de hâter la mort. Cette mise en action, elle a favorisé chez le patient une perception plus importante du contrôle de sa prise en charge et de sa souffrance. Là où pour les autres groupes contrôle, la perception de contrôle est restée stable et la souffrance s'est accentuée. En guise de conclusion, moi je souhaitais revenir sur le fait qu'un tel souhait n'implique pas nécessairement un désir de mort et peut même paradoxalement constituer une demande d'aide à vivre. Patients, familles et professionnels apprennent à côtoyer la mort, le mourir et à se dire au revoir. Et le souhait de hâter la mort peut être un support à la communication autour de ces thèmes. Par conséquent, pour moi, les déclarations de ce souhait ne doivent jamais être prises au pied de la lettre comme une expression délibérée de l'autonomie personnelle, et il faut aller creuser ce qu'il y a derrière cette demande. Et il s'agit là vraiment d'une exigence éthique, notamment pour nous en tant que professionnels de santé. Et ça, c'est d'autant plus vrai que la rencontre, par exemple, entre un professionnel et le patient, motivé par l'exploration de la demande de hâter la mort, peut faire évoluer la demande elle-même. Et je pense qu'il semble fondamental de s'intéresser à la problématique du souhait de hâter la mort, et ce de manière écologique, c'est-à-dire d'appréhender ce souhait au regard de l'entité qui formule la demande et des interactions entre tous les éléments du système, à savoir le patient, la famille, mais aussi les professionnels de santé. Et cela est d'autant plus important que la confrontation à un tel souhait va devenir croissante avec l'avancée de la médecine, et que la loi Claes-Leonetti de 2016 exige que l'on soit formé à ces problématiques, car la sédation profonde, continue et maniée jusqu'au décès peut devenir une alternative thérapeutique à envisager en conséquence d'un tel soin. Et j'irais même jusqu'à dire que cette problématique doit impérativement émerger dans le milieu de la recherche au regard de la nouvelle proposition de loi qui vise à affirmer le libre choix de la fin de vie et à assurer un accès universel aux soins palliatifs en France. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Hop, et j'enlève le diapo, comme ça je peux vous voir. Merci beaucoup, Marie. Je reviendrai vers vous pour les questions, bien évidemment. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet avec le professeur Aubry, Monsieur Aubry, effectivement, il y a une conclusion qui est donnée par Marie sur le fait de souhaiter hâter la mort. Ça n'implique pas forcément un désir de hâter la mort. Est-ce que vous partagez cette conclusion? Le micro. Voilà, ça sera plus facile. Oui, merci beaucoup, Marie, pour cette proposition que j'en partage les conclusions. Vous le savez probablement, hein, on est en train de publier les fruits d'un travail de recherche qu'on a mené après des entretiens auprès des personnes qui ont formulé des demandes d'euthanasie ou d'assistance au suicide, des entretiens qu'on a menés concomitamment avec des proches à qui se sont adressées ces demandes ou avec des soignants à qui se sont adressées ces demandes. Et ça croise un peu vos conclusions, c'est-à-dire que, et si j'y mêle mon expérience clinique, ce que je peux dire, c'est qu'une demande, elle a toujours un sens. Ça, c'est clair qu'il faut, à mon avis, bien l'entendre. Ce n'est pas parce qu'on est pour l'instant dans le cadre d'un droit qui interdit la dépénalisation de l'assistance à mourir que ce cadre interdit d'écouter les demandes. Ces demandes existent. Et peut-être, on a montré ça d'ailleurs dans le travail, qu'il y a quelque chose de particulier à faire une demande dans un contexte d'interdit.
Elle exprime quelque chose d'un peu particulier, cette demande. Donc, je rejoins vos conclusions sur l'analyse de ces demandes, des raisons, du sens, etc. Et ça me rassure de voir qu'on arrive à des conclusions un peu identiques. Je voudrais dire tout de même qu'il faut se garder, il faut vraiment être en position de chercheur autour de ces questions-là. Il faut surtout éviter toute forme de militance autour de questions comme celle-ci. On est forcément surpris quand on fait de la recherche autour de ces questions-là. Et dans la recherche que nous sommes en train d'essayer de publier, on montre tout de même que, et surtout qu'on avait choisi, un peu comme vous, si je comprends bien, d'analyser les demandes d'euthanasie qui se produisent dans un milieu de soins palliatifs, dans des unités de soins palliatifs. C'est-à-dire dans un lieu où volontairement, on avait choisi ces demandes pour éviter toutes ces demandes qui seraient médiées par des symptômes qui ne sont pas contrôlés, par exemple. Parce qu'on va un peu vite, souvent, à dire les gens font des demandes parce qu'ils ont des symptômes qui ne sont pas contrôlés. On peut faire crédit aux professionnels des unités de soins palliatifs autour de cette compétence, etc. On peut aussi leur faire crédit sur la compétence d'une véritable capacité d'écoute dans ces services. Quoique, on entend que ce qu'on veut bien entendre parfois, parce que la demande est un dérangement. Et ce que nous constatons, c'est que cette demande, dans un contexte d'interdit, en dehors des causes un peu évidentes, vous en avez cité certaines, elle a aussi une signification, elle exprime une forme d'autonomie chez certaines personnes qui sentent qu'ils vont la perdre, cette autonomie. D'ailleurs, j'en profite pour dire combien, dans notre société contemporaine, la perte de la maîtrise, la perte de son autonomie physique aussi bien que psychique est quelque chose qui rend intolérable la vie dans une société qui renvoie aussi, et c'est important de le dire, une vision assez normative de ce que serait la vie. Il vaut mieux être en bonne santé, pas malade, et surtout pas en fin de vie quand on vit dans une société qui pousse à une vision plutôt performante ou performative. Ceci dit, et on voit bien qu'il y a un désir de maîtrise, mais je veux tordre aussi le cou à certaines idées reçues. Précisément, cette étude que nous allons publier, probablement ça croise ce que vous venez de dire, Marie, elle ne montre pas que les demandes disparaissent. Certaines demandes s'étiolent. Parfois, c'est les patients qui disparaissent dans le temps. Mais certaines demandes perdurent. Et puis, certaines demandes évoluent, passant dans notre expérience, mais encore une fois, il faut rester modeste autour de tout ça, d'une demande qu'on pourrait considérer comme une demande d'euthanasie vers une demande qui serait plutôt une demande d'assistance au suicide. Et il y a quelque chose qui doit encore être interrogé sur la possible réalité parfois d'un désir de mourir. Il y a très souvent un désir de vivre autrement, un désir de ne pas vivre ce que les gens vivent, une peur, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais une espèce de une demande qui est conjuratoire d'une forme d'angoisse de la mort, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont souvent une représentation du mourir, issue d'ailleurs d'expériences familiales souvent, qui est tellement épouvantable, parfois apocalyptique, que les gens préféreraient mourir que de vivre ce qu'ils craignent vivre. Je parle là de demandes qu'on peut accompagner et qui peuvent disparaître. Mais j'attire l'attention sur le fait qu'il semble rester quand même des demandes qui durent malgré un accompagnement bien mené. Autrement dit, dire ou affirmer un peu vite que les soins palliatifs, c'est la réponse à des demandes de mort, ça n'est pas juste ou ça n'est pas suffisant. C'est une réponse nécessaire, mais c'est une réponse qui n'est pas toujours suffisante, me semble-t-il. Donc, ça ouvre, mais c'est toujours l'enjeu de la recherche, ça rend les choses encore plus compliquées quand on fait la recherche sur ces questions-là. Voilà, enfin, voilà mon expérience, Jean-Pierre. Bon, pour enchaîner, Régis, et pour être dans la continuité de ce que tu viens de dire, hein, sur un point peut-être effectivement d'ancrage pour lequel les soins palliatifs ne peuvent peut-être pas forcément répondre. Et comme je le rappelais, effectivement, il y a eu plusieurs lois qui ont été votées en France concernant la fin de vie. Donc, en quoi finalement cette nouvelle proposition de loi sur la fin de vie visant à légaliser une aide médicalisée à mourir serait ou pourrait être une avancée dans le domaine de la fin de vie?
C'est à moi que tu poses la question? Oui. Oui. Euh, alors, si la référence, c'est la proposition de loi qui a été faite Oui. par Olivier Fauroni, hein, Oui. je Oui. pense, parce qu'il y a eu quand même 4 voire 5 propositions de Oui. loi qui sont arrivées en même temps. Puis cette proposition est une espèce de ressucé d'une proposition ancienne, hein, qui existait. Alors, moi, je vais être très critique vis-à-vis de cette proposition. Non pas critique vis-à-vis de l'idée que le droit puisse évoluer. Je crois d'ailleurs que c'est dans une démocratie parlementaire, c'est aux parlementaires d'en décider, mais je suis critique pour ceux qui ont lu cette proposition de loi. Elle comporte, à mon avis, trop de flou, alors que le sujet mérite d'être beaucoup plus précis. Trop d'imprécisions sémantiques, alors que le sujet nécessite d'être rigoureusement euh, euh, précis sur ces questions-là. Par exemple, le simple fait de parler d'assistance médicalisée, je crois, j'ai le projet sous les yeux, mais c'est le terme qui est employé. Je ne crois pas qu'on parle d'euthanasie ou de suicide assisté dans ce texte. On parle d'assistance médicalisée à la Oui. fin de vie. Pour moi, c'est une euphémisation qui est dangereuse, parce que je crois que ce dont veulent parler les auteurs de cette proposition, c'est une proposition de loi pour dépénaliser l'euthanasie et ou le suicide assisté, j'y viendrai tout à l'heure. Mais fondamentalement, l'assistance médicalisée à la fin de vie, c'est ce que tu fais régulièrement, Jean-Pierre, dans ta pratique de médecin réanimateur, c'est ce que Marie doit faire dans son métier de psychologue, c'est ce que je fais ou j'ai fait. La médecine, et peut-être qu'on peut interroger d'ailleurs la médicalisation de la fin de vie, hein, mais la médecine intervient très souvent autour de tout ça. Donc je crois qu'il faut appeler un chat, et quand les choses sont mal nommées, enfin je ne veux pas jouer Albert Camus, mais je pense que ça peut entraîner un peu de malheur. D'autant plus que, de mon point de vue, il y a une différence assez fondamentale qui n'est pas abordée dans les attendus de cette loi et qui est la distinction, de mon point de vue en tout cas, importante à faire entre la question de l'euthanasie et la question de l'assistance au suicide. L'euthanasie, le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis 121, avait essayé de ramasser toutes les définitions qui existaient, puis de solidifier une définition qui a par ailleurs été reprise ensuite par de nombreux chercheurs, de nombreux législateurs d'ailleurs. L'euthanasie, c'est le fait d'administrer un produit létal à une personne atteinte d'une maladie grave évoluée, hein, bien entendu, on est dans ce cadre-là, qui en fait la demande. L'idée, alors que la question de l'assistance au suicide, c'est permettre à une personne atteinte d'une maladie grave évoluée, qui souhaite mourir et qui ne peut pas se suicider seule, de lui permettre de se suicider. Dans le premier cas, un tiers intervient, et dans le deuxième cas, il intervient peu ou pas. Ce sont deux contextes paradigmatiques assez différents de mon point de vue. D'ailleurs, ce tiers qui intervient forcément dans le cadre de l'euthanasie, doit-il être un professionnel de santé, un médecin? Ce sont des questions de fond qui ne sont pas abordées en tant que telles, puisque du coup, ça laisse à penser, cette proposition de loi, que l'euthanasie pourrait être un soin. C'est une question de fond à laquelle il faut, à mon avis, répondre avant d'engager un débat parlementaire, etc. Et je n'ai pas de réponse assurée à ces questions-là, mais je trouve qu'il y a une espèce d'escamotage des questions de fond dans ces propositions de loi qui n'est pas à l'honneur, à mon avis, du niveau qu'on veut donner à ce débat. Ça m'apparaît être quelque chose de fondamental. Après que la question de l'évolution du droit se pose, personnellement, rien ne me choque. Heureusement d'ailleurs, qui suis-je pour m'y opposer? Ça n'est pas tant le droit qui me pose question et son évolution, c'est plutôt les modalités avec lesquelles on applique ce droit. Comment on peut comprendre cela? Regardez comment, dans le droit actuel, il y a déjà de très grosses ambiguïtés dans le rapport avec la question de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, hein, tel que c'est inscrit dans le droit. Et je suis assez favorable à l'idée qu'on puisse répondre à une demande de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais dans le droit actuel, et je discute souvent avec Alain Claes, qui est maintenant membre du comité consultatif national d'éthique, dans le droit actuel, il est précisé, par exemple, que
une personne atteinte d'une maladie grave et évoluée peut faire une demande de sédation profonde et continue pour faire céder toute souffrance. Mais que sait-on de la réalité, de l'effet de la sédation profonde et continue sur précisément la question de la souffrance? Puisqu'aucun travail de recherche n'a été fait dans cette population. Peut-on affirmer dans le droit ce que la science n'a absolument pas démontré? Je trouve qu'il y a un danger à aller vite autour de ces questions-là. Il n'y a pas de danger à parler, il n'y a pas de danger à débattre, il n'y a pas de danger à considérer que le droit est quelque chose de vivant et évolutif, mais il y a un danger à vouloir escamoter des questions, à ne pas vouloir investir l'incertitude qu'il y a autour de tout cela. Je déplore, mais je suis un peu jugé parti en prenant cette position, je déplore l'insuffisance de la recherche en France sur les questions relatives à la fin de vie, et entre autres sur ces questions. Je suis très heureux de voir les travaux d'une doctorante sur ces questions-là, et il faudrait qu'on ait de nombreux travaux de recherche. Il faut que les équipes de recherche investissent là-dedans pour comment dirais-je, apporter des éléments au débat public. Il faut des éléments factuels. Nous en manquons, donc on y va chacun de sa vision alors parce que c'est marqué dans le texte de loi, le respect de la volonté de la personne. Et qu'est-ce que c'est qu'une volonté? Qu'est-ce que c'est qu'une volonté quand on est contraint? Qu'est-ce que c'est qu'une volonté quand tu es dans une ambiance où, comme j'ai pu le montrer dans certains travaux, certaines personnes âgées, à la fin de leur existence, parce que je vous rappelle que les personnes âgées en France se suicident beaucoup plus que dans les autres pays, et que certaines personnes âgées, à la fin de leur existence, dans notre pays, présentent un sentiment d'indignité, estiment être un poids pour autrui, une charge dans notre société, et se suicident pour ces raisons. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous méfions de ne pas confondre la volonté de la personne et l'emprise que peuvent exercer les valeurs normatives d'une société sur le sens que peuvent éprouver les personnes dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aborder la question de l'évolution du droit. Ça veut dire qu'il faut l'aborder avec beaucoup de réflexion et d'humilité, entre guillemets. Peut-être effectivement, Régis, comme tu le rappelles, il y a probablement une évolution du droit, c'est ce que tu dis, et pourquoi pas, puis on n'est pas juge, et tu le dis le premier. Il y a une forte demande de la société, hein, tu l'avais déjà soulevé d'ailleurs sur les questions qui étaient posées sur le plan sociétal dans le cadre de la loi de bioéthique il y a quelques années, quand tu étais directeur de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que tu penses qu'on va trop vite finalement? On a défini les choses, ou en tout cas on tente de les définir, peut-être de les regrouper, hein, comme tu le dis, mais tu les sépares bien entre les deux demandes qui peuvent être faites. Tu penses que c'est trop tôt, alors que d'autres pays ont déjà acté sur le plan européen une loi en faveur de l'euthanasie? Tu penses qu'il est encore trop tôt, qu'il faut des débats, la société semble être prête quand on voit les sondages? Je pense qu'on est encore trop juste sur le plan des réflexions, sur le plan de ce que tu dis de la recherche? Je pense qu'il faut attendre. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le temps. Est-ce qu'il est temps? Est-ce qu'il faut faire vite? Est-ce qu'il faut attendre? Pour moi, mais au risque d'être un peu ringard, hein, je trouve qu'on débat assez peu, mais on s'invective beaucoup sur ces questions-là. Si débattre, c'est confondre ses convictions et les certitudes, je peux vous dire qu'on ne débat pas beaucoup finalement autour de cette question-là. Si débattre, c'est poser ses arguments comme s'ils étaient des vérités, ça n'est pas du débat. Il y a ce qu'on sait autour de tout cela. Il y a tout ce qui peut être appréhendé, la question de la souffrance existentielle, par exemple, qui est un champ énorme à appréhender. Il y a probablement une place, en tout cas je parle de mon point de vue, à faire une différence très importante entre l'assistance au suicide. Après tout, est-ce que ça n'est pas là la question du respect de l'autonomie d'une personne et la question de l'euthanasie, qui est différente puisqu'il s'agit de demander à un tiers de le faire. Il y a donc lieu de différencier tout cela, et puis il y a lieu aussi de poser les questions un peu différemment. Ça n'est pas parce que d'autres pays ont une loi qui est différente qu'il faut faire comme les autres font. Tu sais, on s'est posé ces questions-là pour la GPA, par contre, il faut aller regarder dans les autres pays. Qu'est-ce qui fait que le rapport
au droit est différent et à cette question est différente. Mais par exemple, j'introduis quelques éléments de discussion qui m'apparaissent importants à mettre au débat. Je constate, probablement toi aussi en tant que médecin responsable d'un service de réanimation dans un CHU, je constate que la médecine moderne est capable de produire des situations insensées. C'est le corollaire de son efficacité et des véritables progrès qu'elle fait. Et que ces situations de survie qui sont parfois épouvantables amènent à augmenter les demandes et à légitimer des demandes d'accélération de la survenue de la mort par une injection létale ou l'administration d'un produit létal. Est-ce que la médecine n'a pas un devoir aujourd'hui de penser sa responsabilité en tant qu'institution, instance, devant réfléchir à ne pas faire au seul motif que l'on sait faire? Est-ce qu'il n'est pas important que l'on réfléchisse avant d'agir? Je parle à un réanimateur qui fait ça tous les jours, mais enfin, je le dis sur un plan plus large. Est-ce qu'il n'est pas important qu'avant d'engager un traitement qui peut conduire au maintien en vie, certes, mais au maintien parfois dans une vie qui n'est que souffrance? Est-ce qu'il ne faut pas interroger cela? Et peut-être que ce qui est le plus difficile en médecine, c'est probablement de ne pas faire. Et la décision la plus difficile à acter, c'est de ne pas faire alors qu'on peut faire. Ça, c'est un premier point. Et puis, je pense que quel que soit le droit, mais là, je n'engage que ma position, que je vais mettre au débat d'ailleurs dans un groupe de travail que nous ouvrons avec le Comité consultatif national d'éthique sur ces questions-là. Le deuxième point, la deuxième remarque que je fais, c'est que pour moi, quel que soit le droit, il y aura toujours des situations exceptionnelles. Des situations qui vont interroger les limites du droit. Ce sont des situations singulières. Et des situations singulières et exceptionnelles où il peut apparaître plus pertinent de ne pas respecter le droit, plus éthique de ne pas le respecter que de le respecter. À mon avis, la question n'est pas tant à ce moment-là de changer le droit que de voir comment, dans des situations aussi exceptionnelles que celle-ci, on peut structurer une décision de façon très transparente, explicite, c'est-à-dire, j'appelle de mes voeux, des processus de délibération beaucoup plus larges que ce que l'on fait, pour pouvoir faire une exception au droit. On a déjà parlé à des magistrats, des juristes, et c'est quelque chose qu'il faut creuser. Puis je termine juste, je suis trop bavard, hein, mais je termine juste sur un point aussi qui fait question de mon point de vue, c'est qu'il me semble que le droit actuel convient globalement au champ de la cancérologie, probablement relativement bien au champ de la réanimation. Mais il y a des nouveaux paradigmes ou des nouvelles trajectoires qui ont été décrites par des chercheurs en soins palliatifs. Je crois que c'est le professeur Muret en particulier qui a décrit des trajectoires très différentes qui concernent, par exemple, les malades atteints de maladies neurodégénératives lentes. Je ne parle pas des scléroses latérales amyotrophiques, je parle des malades qui ont des maladies très, très lentement évolutives et que les avancées probables de la neurologie, des thérapeutiques en neurologie, vont permettre encore d'augmenter. C'est-à-dire qu'on augmente le contact avec le rapport avec la finitude et avec la perte de l'autonomie, etc. Il va falloir regarder ces questions d'une façon différente, me semble-t-il, de la même manière qu'on parle assez peu de la fin de vie des personnes qui présentent des insuffisances d'organes, insuffisances parfois compensées. Je pense à l'insuffisance rénale, je pense à l'insuffisance cardiaque. Il faut peut-être qu'on regarde un peu différemment, au travers d'un prisme différent, ces questions pour repenser peut-être une évolution du droit, me semble-t-il. Voilà les 3 points sur lesquels je pense qu'il faut qu'on discute. Mais je redis combien, à mon sens, moi, si demain on est capable d'avoir un débat qui entre dans ces détails, qui sont dans ces nuances qui sont, à mon avis, essentielles, ce que je nomme m'apparaît être essentiel pour pouvoir débattre. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut faire un pas de côté, qu'on peut avoir des convictions personnelles, mais qu'il ne faut pas les confondre avec des certitudes. Ça, c'est une première chose. Et puis qu'il faut peut-être regarder les choses de son point de vue personnel, mais il faut aussi savoir les regarder du point de vue plus sociétal, général. Quand je vous disais tout à l'heure, et vous l'avez peut-être senti dans mon propos, je ne suis pas hostile à la question de l'assistance au suicide sous certaines conditions, etc. Mais par contre, je suis freiné dans cette position qui serait une position personnelle, dont personne n'a rien à foutre finalement. J'en suis freiné quand je vois, par exemple,
que les insuffisances en politique d'accompagnement des soins palliatifs, que les insuffisances en matière de politique d'accompagnement du vieillissement conduisent à des suicides qui sont statistiquement beaucoup trop élevés. Je m'arrête là. Non, il n'y a pas de souci, Régis. C'est à la fois passionnant et passionné, ça c'est très important. Je regarde en même temps le chat et c'est très important effectivement d'avoir ce lien qu'on peut avoir via ce biais-là. J'ai bien compris, et puis je pense que tout le monde a compris le fait qu'une situation exceptionnelle, on n'est pas obligé d'y répondre avec une loi. Et c'est vrai que ça a été des débats passionnés, notamment pour d'autres affaires. Il y a une auditrice effectivement qui met dans son chat, finalement, il y a peut-être effectivement, comme tu le dis, une méconnaissance de la loi, parce que la loi, tant qu'on ne la vit pas, et Marie en parlait, bah, c'est compliqué. C'est-à-dire que voilà, nous qui sommes pas, enfin les auditeurs peut-être qui ne sont pas forcément au courant, ou d'autres, ou la société. Et puis ce qui est mis dans le chat, c'est aussi la confiance. Et elle fait référence notamment à Axel Kahn, et on peut lui rendre hommage, hein, Axel Kahn, un ami voilà, qui a beaucoup partagé, pour lequel on a beaucoup discuté, et qui dit effectivement peut-être que la confiance qu'on peut avoir, hein, vis-à-vis des soignants, peut-être que, et Marie pourra peut-être rebondir dessus, ça peut peut-être suffire à ces situations exceptionnelles. Et le pacte du côté, finalement, c'est qu'une question éthique, et on est peut-être au-delà du champ de la loi, mais tout rentrera pas dans la loi. Par contre, des situations exceptionnelles très différentes, on n'aura peut-être pas une loi unique. Et effectivement, on a bien entendu, et là c'est très très important, peut-être que Marie peut rebondir sur cette question, effectivement, alors pas tant de la méconnaissance de la loi, parce que effectivement c'est très compliqué, y compris quand on est soignant, on le voit au niveau de nos établissements, mais cette histoire de confiance, est-ce que cette confiance, finalement, elle peut faire en sorte que finalement on accède quand même à des souhaits, puis faire en sorte que le patient, on accède à ce droit à mourir dans la dignité? Est-ce que vous avez vécu cette situation? Je pense que, alors, j'exerce sur un service de soins palliatifs, effectivement, donc c'est un champ particulier aussi, hein. Mais effectivement, le premier élément qui est fondamental à une bonne prise en charge, c'est l'alliance thérapeutique qu'il va y avoir entre les professionnels, le patient et son entourage. Et à partir de là seulement, je pense qu'on peut travailler. S'il n'y a pas d'alliance, on ne peut rien faire. Parce qu'avant d'avoir l'alliance, il y a aussi la question des représentations. Et c'est seulement à partir de l'alliance qu'on peut travailler aussi sur les représentations, par exemple, de la sédation profonde continue mène jusqu'au décès, par exemple. Et effectivement, on voit qu'à partir du moment où il y a l'alliance, on comprend beaucoup mieux le mode de fonctionnement du système en fait, qu'on est en train d'accompagner. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et après, effectivement, sont à discuter ces demandes. C'est pas parce qu'il y a une demande et qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui sous-tend cette demande qu'on ne pourra pas y répondre, surtout quand les souffrances sont réfractaires. Mais je pense qu'il y a une question de temporalité qui est fondamentale aussi. On n'est pas dans l'urgence à agir dans les 6 heures. Je pense qu'on peut se donner un tout petit peu de temps aussi pour pouvoir bien appréhender les choses et y répondre au mieux, et pour la famille, et pour le patient, et aussi pour les professionnels. Non, je suis tout à fait d'accord, je partage, hein, mais c'est vrai que dans ce rôle de modérateur, on a cette notion de temporalité, et on est de temps en temps sollicité, hein, pour des demandes qui sont complètement légitimes, hein, bien évidemment, sur des souhaits. Et pour la question de la temporalité, c'est très très compliqué, moi à mon sens, et je rebondis sur ce que disait Régis, hein. La notion de temporalité, on est peut-être pressé de rien, mais c'est comment c'est compris dans le monde soignant, parce que tout le monde est pressé de répondre à une demande. Comment ça se fait au quotidien? Comment vous freinez peut-être effectivement les ardeurs des uns et des autres dans votre vécu quotidien? Marie? Alors, ça dépend des situations. Parce que des fois, on peut avoir des personnes qui arrivent dans le service de soins palliatifs, qui sont dans des situations vraiment de fin de vie imminente, et que là, la temporalité est beaucoup plus restreinte que des personnes qui vont arriver 7 à 8 jours avant le décès, où on a le temps de vraiment bien travailler, effectivement. Là, tout passe par l'explication. En fait, moi, quand je vois les équipes fonctionner, on est vraiment une équipe pluridisciplinaire où il y a l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, l'assistante sociale, la psychologue on va tous aller jouer un rôle auprès de la famille et du patient, et voir effectivement s'il y a des leviers pour atténuer la souffrance. Et après, effectivement, s'il n'y a pas forcément de levier identifié par l'équipe, il y aura une procédure collégiale qui va se mettre en place, une discussion. Et du coup, on va acter qu'il y aura effectivement, si besoin et qu'on n'a pas le levier à la souffrance, une sédation profonde et continue menée jusqu'au décès. Et on essaye, dans la mesure du possible, de toujours
le faire en adéquation avec le patient et avec la famille, quand c'est possible. Parce qu'après, on envisage aussi la suite pour la famille, qu'on accompagne. En tant que professionnel en soins palliatifs, on accompagne aussi la famille dans son deuil et que c'est quelque chose à envisager et à préparer aussi avec la famille. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ben, c'est des questions qui sont posées effectivement en parallèle. Il y a la notion, et Régis pourra répondre, sur l'intellectualisation probablement nécessaire et la culturation effectivement à ces demandes, dans le champ de ces demandes. Et il y a une question effectivement que tu as soulevée tout à l'heure, Régis, sur la médicalisation de cette demande. On est des soignants, on fait des projets de soins. Le projet de soins, c'est un projet de vie quand même si effectivement de temps en temps ça se termine mal. Et une question qui est posée sur YouTube, c'est est-ce qu'on médicalise pas trop effectivement cette fin de vie? Alors, par rapport, excuse-moi, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Je voulais éventuellement compléter rapidement le propos précédent de Marie que je partage, mais il y a quelque chose qui est quand même, à mon avis, important à peut-être saisir, c'est qu'une demande, elle a toujours un sens, il faut toujours prendre du temps pour l'entendre, et attention à ne pas être seul. Ce qu'il y a de bien dans le droit français, mais aussi dans le droit belge et dans le droit au niveau des Pays-Bas, c'est qu'on développe de plus en plus ce qu'on appelle en France des procédures collégiales, mais je préfère appeler ça des processus délibératifs. C'est-à-dire que face à une demande, il faut la décrypter, il faut essayer de la contextualiser, il faut essayer d'avoir une vision systémique de cette demande. Il ne faudrait pas qu'on se substitue, alors à la fois, il ne faut pas qu'on se substitue à la personne qui a des raisons de donner ce droit, mais il faut qu'on fasse attention à lorsqu'on a un peu une pression qui est assez forte, qui vient parfois de proches qui eux-mêmes souffrent autour de tout cela. Il faut savoir accepter les tensions que suscite le fait qu'on n'ait pas le petit doigt sur la couture, littéralement, hein, pour faire ce qu'il les demandé de faire. Il faut faire la part des choses entre la place d'un certain sentiment d'impuissance. Tiens, j'ai eu l'occasion de discuter avec Axel Kahn, justement, récemment sur cette question. Sentiment d'impuissance face à une réalité qu'on ne maîtrise plus. Et y compris quand on est un professionnel où on est fabriqué pour être dans la logique de l'action tout le temps. Et là, l'action n'est plus performante. Savoir que l'on ne peut pas faire. Accepter ce sentiment d'impuissance, accepter les fortes tensions émotionnelles que ça peut générer et l'agressivité que ça peut aussi parfois générer. Mais néanmoins, savoir entendre la demande qu'il y a derrière. S'il y a, in fine, la conviction croisée qu'il y a un véritable désir une volonté de mourir, il faut savoir l'entendre, me semble-t-il aussi. Du coup, j'ai oublié la question que tu me posais et à laquelle je n'ai encore pas répondu. C'est pas un souci, ça permet de rebondir, Régis, et je vais rebondir à Marie, puis je reviendrai vers toi, Régis. C'est sur effectivement ce qui est mis aussi dans le chat, c'est les souffrances hein, qui sont exprimées bien évidemment par les malades, c'est notre cœur de métier, mais aussi les soignants. Marie, vous êtes psychologue, comment vous entendez aussi, vous écoutez la souffrance des soignants et comment ça se passe au quotidien, les liens ou les relations que vous pouvez avoir avec les soignants? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en tant que psychologue, en tant qu'assistante sociale ou tout autre professionnel paramédical, on est au chevet du patient, mais de manière ponctuelle. Les infirmiers, les aides-soignants, ils sont dans le quotidien des patients et des familles. C'est les premiers interlocuteurs, effectivement. Et c'est eux qui se prennent l'agressivité ou la souffrance et la détresse des patients et des familles. Et après, je pense que les temps institutionnels, formels et informels, vous savez, ces temps dans les couloirs où il y a les soignants qui discutent, qui débriefent entre eux, je pense que c'est fondamental en fait pour pouvoir faire redescendre aussi le curseur que les soignants ont de détresse. Parce qu'à un moment donné, il y a un insupportable aussi à être confronté à une détresse constante. Et que c'est super important de travailler en équipe, de manière formelle et informelle, pour pouvoir faire redescendre ce curseur-là. Ça permet d'éviter des situations je pense qu'ils peuvent devenir conflictuels après au sein de l'équipe, mais aussi avec les patients et avec les familles. Et c'est vrai que prendre le temps de se poser en équipe, c'est fondamental, à mon sens, pour pouvoir faire redescendre ce curseur-là.
Donc ça, c'est votre rôle en tout cas auprès des patients, on l'a bien compris, des proches, bien évidemment, mais également des soignants. Donc vous avez un rôle sur effectivement tous ces acteurs pour essayer de faire en sorte effectivement que ça se passe avec beaucoup de bienveillance et puis le moins de souffrance possible, c'est ça? Et une fonction de contenance, je dirais que c'est ça aussi, à un moment donné, en tant que psychologue, on a une posture qui vaut être contenant aussi et peut-être un peu restructurant. Mais ça, c'est possible aussi parce que l'équipe, en sens inverse, va renvoyer cette fonction-là. Je pense qu'il y a une réciprocité dans entre les différents acteurs de l'équipe pluridisciplinaire aussi. Ouais, pour rebondir, Régis, pour revenir à la question de l'internaute, c'était la question de la médicalisation, hein, tu l'as dit, hein, pourquoi ce serait le rôle éventuellement des médecins. C'était beaucoup de discussions, en tout cas on l'a vu au travers de ce qu'on peut lire. Est-ce que tu peux préciser ta pensée sur effectivement est-ce qu'il faut peut-être médicaliser ou non? Est-ce qu'il y a une place peut-être à autre chose que la médicalisation de cette fin de vie? Alors, ça fait partie, à mon avis, des choses à débattre. Alors, il y a la médicalisation de la fin de vie, puis il y a la médicalisation de l'euthanasie ou de l'assistance au suicide. Mais la dimension très médicalisée de la fin de vie, c'est une affaire très contemporaine, hein, très récente. Hein. Je pense que ça a du bien, bien évidemment, si le résultat de la médicalisation, c'est la diminution des inconforts générés par la douleur ou d'autres symptômes, ça m'apparaît une évidence qu'il faut un certain degré de médicalisation. Mais si la médicalisation, ça consiste à vouloir prolonger la vie, ou ça aboutit à vouloir prolonger la vie, indépendamment de la volonté de la personne, eh bien, c'est quelque chose qui m'apparaît une pratique inadaptée. Si on parle maintenant de médicalisation de l'euthanasie ou de l'assistance au suicide, parce que c'est discutable finalement. C'est toute la question de savoir si on est encore dans quelque chose qui relève du soin ou d'un traitement. Quel étrange traitement que de faire mourir, entre guillemets. Hein. Ou est-ce que c'est un enjeu de société? Je pense à nos voisins suisses qui, dans le cadre d'un déficit dans leur droit ou de quelque chose qui n'est pas objectivé dans le droit, n'interdisent pas dans certains cantons l'assistance au suicide pourvu qu'il n'y ait pas d'incitation au suicide. Et vous savez que ce sont des associations et ce sont donc des civils, en quelque sorte, pas des professionnels qui permettent l'assistance au suicide. Ça peut s'entendre. L'inconvénient, il est aussi dénoncé, c'est que bien, il peut y avoir une monétarisation de cette affaire-là. Il faut payer. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec cette question de la souffrance ultime, entre guillemets. Donc, vous voyez, tout ceci doit être mis en tension, mais il faut quand même aussi être conscient parce que les travaux qui ont été faits, je pense à un travail qu'on avait publié avec Daniel Leboul qui est une psychologue d'ailleurs, hein, et nous avions travaillé sur ce que se représentent les gens lorsqu'ils font non pas une euthanasie, mais une sédation dans le cadre du droit. Les infirmières en particulier qui avaient fait l'objet de ce travail ont le sentiment, enfin, il y a une espèce de dissociation entre la rationalité intellectuelle et les émotions. La rationalité dit on fait une sédation parce que c'est quelque chose qui est le fruit d'un processus délibératif, que ça correspond à une demande du malade, ça nous apparaît approprié. Eh bien, on a le sentiment qu'on donne la mort aux gens, alors que rien ne prouve à ce jour que la sédation fait mourir, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il faut voir un peu le traumatisme que ça peut provoquer chez les personnes, le fait d'avoir un produit qui va s'accompagner ou entraîner ou faciliter la survenue d'un décès. Il y a tout un risque de souffrance professionnelle accrue autour de tout ça et il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger parce qu'il faut un instant se dire que c'est quelque chose qui peut être un frein au développement même de l'accompagnement des personnes. Tout ça. Donc, vous voyez, je m'excuse de ne pas être tranché sur ces questions-là, hein, mais je pense que ça fait partie justement des choses qui n'ont pas fait l'objet d'assez de débats. Et quand on travaille sur ce qui se passe dans des pays qui ont dépénalisé
l'euthanasie ou l'assistance au suicide, on voit bien vite aussi qu'il y a un environnement historique et culturel qui est assez différent et qui peut expliquer cela. Et moi, ça ne me choque pas d'ailleurs que même au sein de l'Europe, il y ait des législations différentes, puisqu'il y a des histoires et des cultures assez différentes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'on fasse comme les autres? C'est une autre question. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait cette capacité à écouter des arguments et à se faire une opinion, pas sur un sondage d'opinion. Alors, il n'y a rien de plus réducteur que de dire qu'il faudrait faire évoluer le droit parce que les sondages le demandent. Le sondage d'opinion, c'est probablement la pire des choses pour appréhender une question aussi complexe que celle-ci. Par contre, le débat avec des personnes qui débattent et pas des personnes qui s'invectivent, le débat qui va dans les détails, alors, ça peut être, je crois que tu me posais cette question aussi tout à l'heure, un excès d'intellectualisation autour de tout cela, mais je pense que, j'espère que ce n'est pas un vilain défaut que d'avoir une volonté d'intellectualiser un peu ces dimensions-là, si l'intellectualisation, c'est la volonté de toujours être au plus près du respect des personnes. Moi, je fais partie de ceux qui réfléchissent beaucoup sans avoir de réponse. Je crois que je finirai ma carrière sans avoir de réponse, mais à la dimension de la vulnérabilisation d'une personne qui est à la fin de son existence. Je fais très attention à ce que toutes les décisions qu'on prenne ne comportent le moins possible d'instrumentalisation des personnes. Il faut faire très attention à tout cela. Et donc, pour moi, les nuances sont essentielles. Et les nuances comportent une dimension intellectuelle. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avant d'agir, me semble-t-il. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, sur la notion culturelle, ce qui se passe ensuite, le fait que ça soit par des associations, il y a bien évidemment les garde-fous qui devront garantir, mais c'est le droit qui devra le garantir, ça veut dire que ça doit être expliqué. Il y a une question des internautes concernant ce que tu disais sur la partie soins palliatifs, mais pas que, et le fait qu'il faille développer encore plus ces soins palliatifs, ce qui est inscrit dans la loi depuis très très longtemps. Est-ce que finalement, ce n'est pas une dérive de notre société que de marginaliser probablement un peu, puis le terme que tu emploies sur la notion de vulnérabilité me va bien parce qu'effectivement, ça regroupe beaucoup de vulnérabilité sur le droit qu'on a ou le regard qu'on a sur les situations un petit peu d'isolement, de handicap et autres. Donc, la question d'un internaute, c'est de se dire, effectivement, est-ce que cette loi-là, elle ne va pas être créée ou ne va pas être mise en place pour répondre à quelque chose qu'on n'arrive pas à contrecarrer sur le fait que finalement, les gens vulnérables, ils sont peut-être indésirables. Alors, j'emploie ce mot-là, bien évidemment, entre guillemets, et c'est peut-être aussi la crainte, effectivement, qui est donnée par ce chat. Ouais, c'est clair que c'est un trait de notre société française en particulier d'avoir du mal à parler de ce qui fait difficulté. On a du mal à parler de la fin de la vie, on a encore plus de mal à parler de la mort, et on commence à avoir sérieusement du mal à parler des vieux et du vieillissement. Mais à vrai dire, c'est pas les vieux, c'est pas les vieux qui nous posent problème, c'est la perte, la dépendance fonctionnelle, la perte de l'autonomie psychique. Mais voyez cette espèce de paradoxe qu'il y a à avoir un système de santé, une médecine qui permet à des personnes de survivre dans des conditions importantes, enfin de dépendance importante, pardon, et puis cette tendance dans une société à dire ça serait bien qu'on élimine les problèmes. Parce qu'on regarde parfois la fin de la vie et certaines formes du vieillissement ultime comme un problème. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un véritable danger de ce point de vue-là pour moi, à ne pas regarder en face ce qui nous gêne. Alors, on peut travailler sur les notions de tabou autour de la mort, etc. Enfin, mais je pense qu'une démocratie s'honorerait à penser le devoir qu'elle a, consubstantiellement, à venir en aide aux gens les plus vulnérables. Je dis cela parce que je pense que c'est le fondement de la démocratie. C'est le fondement même des sociétés. Les sociétés, la société humaine, en quelque sorte, a perduré par rapport à d'autres sociétés parce que on a créé la possibilité de vivre, de faire société et de créer de l'entraide. Et penser l'accompagnement et le soutien des plus vulnérables, c'est peut-être penser à soi aussi, très égoïstement, puisque nous le deviendrons forcément à un moment ou à un autre, mais c'est l'honneur, à mon avis, des sociétés républicaines et particulièrement démocratiques. Et donc, il faut considérer que ces différences que comportent ces personnes à la fin de leur vie, ces personnes handicapées, ces personnes atteintes d'un vieillissement qu'on pourrait qualifier de pathologique ou je ne sais trop quoi, ces différences peuvent être des richesses plutôt que de les considérer comme des problèmes. Finalement, de quoi témoignent les personnes à la fin de leur vie, c'est qu'on va tous y passer et que ce serait peut-être intéressant d'y penser.
Et donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention dans notre société moderne à ne pas regarder que la vision mondialisée des normes sociales. Aujourd'hui, la norme sociale, c'est ne pas être malade et être rentable. Tous ceux dont on parle sont hors du champ de cette norme. Donc, il faut à la fois que notre médecine ne produise pas des situations qui vont faire souffrir et que notre société sache revenir à un regard un peu empreint d'humanisme autour de ces personnes. Il y a un devoir d'assistance à personnes vulnérables. C'est ce qui caractérise les sociétés démocratiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à une évolution du droit, hein, qu'on soit très clair dans mon propos, mais pour répondre aussi à une partie initiale de ta question, ça veut dire qu'il faut effectivement, il faut vraiment qu'on développe les soins palliatifs dans ce pays. Enfin, je vous rappelle les difficultés qu'on a à avoir des médecins, par exemple, qui investissent ces questions-là. Ce n'est pas la peine d'ouvrir des structures si on n'a pas de médecins et de soignants pour les faire tourner. Mais il y a une dimension au-delà de la question des structures de soins palliatifs, il y a une dimension qui est plus une notion de culture palliative, de culture partagée. Il y a quelque chose de fondamental autour justement de la capacité à débattre, de la capacité à réfléchir, de la capacité à raisonner collectivement, de la capacité à admettre qu'on peut changer d'avis sous l'influence des arguments d'autrui, entre guillemets. Tout ceci, à mon avis, est à développer, en particulier dans la formation des professionnels de santé. Et j'avoue que je trouve que c'est un peu embryonnaire pour l'instant. Est-ce que Marie, vous partagez effectivement le parallélisme que je fais, hein, mais encore une fois, c'est des questions des internautes qui sont tout à fait justifiées et pertinentes, entre le fait effectivement qu'on veuille proposer une loi pour hâter la mort, entre guillemets, en tout cas répondre à cette demande, et puis le fait qu'il y ait des situations de vulnérabilité, finalement, vous pouvez être un petit peu en porte-à-faux par rapport à ces situations, on peut vous dire, ben, finalement, si on allait un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on n'en serait peut-être pas arrivé là. Est-ce que vous partagez les réflexions, ce que vient de dire Régis sur votre expérience? Alors, oui, effectivement, oui, je rejoins tout à fait Régis Aubry là-dessus. Et je pense aussi qu'il y a une question alors, d'éducation et de psychoéducation en fait, qui est fondamentale. Parce que à l'heure actuelle, on est très mal informés, en fait. Que ça soit nous, en tant que professionnels de santé, ou même la population générale. Ce qui rentre en compte, ce sont les représentations et je pense que la question, par exemple, de la formation sur, par exemple, les thérapeutiques utilisées sur une sédation, le dosage de ces thérapeutiques, le droit au double effet, toutes ces notions-là, elles sont fondamentales aussi pour mieux appréhender les choses, que ça soit pour les familles, que ce soit pour les patients, comme pour les soignants. Sur la structure où je suis, alors, rien n'est idéal, bien évidemment, mais on a vu le avant-après entre le moment où il y a eu une formation de 4 heures sur la question de la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. Comment ça fonctionne? Quel dosage? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on y va en binôme? Est-ce que en fait l'injection est faite par un professionnel seul? Et on a fait une formation de 4 heures parce qu'on avait constaté que les professionnels de l'équipe pouvaient être en souffrance et avoir des représentations à ce moment-là. Et que, effectivement, une formation de 4 heures où on a pu discuter, poser les représentations sur table et répondre à ces questions en équipe avec l'ensemble de l'équipe. Et ça a permis de voir, en fait, une action, et une action thérapeutique, là en l'occurrence, autrement, et de du coup limiter les risques psychosociaux liés aussi à l'épuisement professionnel des soignants. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et que si on n'en passe pas par cette étape de psychoéducation, on n'arrivera pas à faire évoluer les choses. Alors, si je peux me permettre, il faut même avoir une vision de la formation qui est un peu révolutionnaire. Enfin, à mon avis, le jour où on va comprendre que c'est en faisant qu'on apprend, que c'est en scoltinant le contact avec les personnes malades et en discutant avec eux qu'on apprend, mais qu'en répercutant ça dans un collectif, on apprend beaucoup. Le jour où on valorisera la discussion avec les personnes malades, le jour où on valorisera le fait de se réunir pour réfléchir, le jour où on valorisera des décisions de ne pas faire, parce que, eh bien, on changera de paradigme. À ce jour, qu'on soit un libéral ou qu'on soit un médecin hospitalier, comme je suis, on voit que, par exemple, ce qu'on appelle la tarification à l'activité valorise beaucoup plus les actes techniques, le fait de faire que le fait de ne pas faire. Cette valorisation ne valorise pas le fait de réfléchir, par exemple. Mais réfléchir est un acte, que je sache. Et il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Et il faudrait valoriser cela.
parler avec un malade est un acte fondamental, fondamental. Et ne pas valoriser le fait de dialoguer avec les principaux intéressés, c'est à mon avis un défaut majeur de notre système de santé. Je pense que, vous voyez, c'est aussi de cette manière-là, en valorisant ces actes qu'on pourrait qualifier d'intellectuels ou je ne sais trop quoi, ou communicationnels, et en valorisant la valeur formative que peut avoir le débat entre des professionnels. Alors, ça s'ajoute à la formation théorique, entre guillemets, hein, mais qu'on fera beaucoup avancer les choses. J'ajoute que j'ai quand même le sentiment très profond qu'une des raisons des difficultés de recrutement des professionnels de santé à ce jour, je mets la question de la Covid de côté, puisque ça existait déjà avant, c'est une vraie crise du sens de ce que soigner veut dire. Et il y a beaucoup de professionnels qui le disent clairement lorsqu'ils abandonnent leur métier, voire qu'ils changent de direction. Ils le disent, aujourd'hui, faire ce métier de professionnel de santé, c'était un prestataire de service et c'est devenir un technicien supérieur. Nous n'avons pas choisi de faire ce métier pour cela. Ce qu'attendent des professionnels de santé, c'est la relation, la communication, doublée d'une compétence technique, ça c'est clair. Et je pense qu'en escamotant cette dimension des humanités, qu'on n'enseigne même plus, eh bien, on déçoit les attentes des professionnels de santé. Et je suis très inquiet à ce jour de voir les difficultés que nous avons à recruter des professionnels de santé dans tous les domaines du soin. Pour rebondir, hein, concernant la Covid-19, on a été en capacité, en tout cas pendant un an et demi, d'être solidaire avec un collectif qui a tenu hein, quand même dans le champ de la santé, d'être innovant avec notamment la vaccination, avec tous les essais thérapeutiques, tout ce qui était proposé. Est-ce que toi, en filigrane, tu te dis finalement, pourquoi on ne ferait pas la même chose et on ne rendrait pas prioritaire cette question, effectivement, de l'aide médicalisée active à mourir. Est-ce que dans ce que tu voudrais proposer, hormis la formation, hein, qui va prendre du temps, la formation des médecins, c'est-à-dire finalement, ça peut être une question prioritaire. Au niveau national, comme ça a été rendu pour le Covid-19 pour les projets, est-ce que tu irais, toi, dans ce sens-là, de se dire, faut peut-être attendre et on fait des projets? Écoute, je pense que, mais je suis jugé parti en disant cela, mais je pense que les questions relatives à la fin de vie devraient être des questions prioritaires au niveau de la santé. Ce devrait être même des causes nationales. Tous les ans, il y a une cause nationale. Ça devrait être une cause nationale. La cause nationale, c'est de débattre, d'appréhender ces questions-là pour éventuellement faire évoluer le droit, mais pas que le droit. Parce que je trouve que le débat se focalise uniquement sur la question du droit. Et j'ai essayé de le dire, hein, mais il y a d'autres champs qu'il faut investir. Et je pense que si on se donnait les moyens de cette ambition, c'est-à-dire considérer qu'une société peut se juger au travers du prisme de son rapport à la fin de vie, à mon avis. Si on se donnait les moyens de cette ambition, de faire une année de débat public, d'états généraux, etc., mais vraiment pour changer de registre et de ne pas être moi je suis pour, moi je suis contre, ma dignité contre, etc. Enfin, si on changeait un peu de refrain et qu'on aborde ces questions-là sur le fond, l'issue du débat public, bien mené, ça peut être une évolution du droit, ça peut être des évolutions du système de santé, ça peut être une évolution sociale, quel rapport notre société entretient avec la fin de vie, quel rapport notre société entretient avec les rituels, par exemple, qui ont disparu, les rituels païens, hein, je ne parle même pas de religiosité autour de tout ça, quel rapport notre société entretient avec ce temps qui peut être un temps, alors je ne veux pas revenir sur Axel Kahn parce que je pense que je mettrais un peu trop d'émotion, mais ce temps de densité émotionnelle que peut représenter la fin de la vie quand on veut bien le regarder. Mais en même temps, entendre pour d'autres, ça n'a pas cette vertu, ça n'a pas cette fonction. Et qu'on puisse avoir des décisions qui soient adaptées à des situations singulières. Donc, moi, je travaillerai beaucoup plus sur comment on prend une décision juste en termes de justice et de justesse en fin de vie, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire le comment, c'est comment on construit une décision, comment on évite l'arbitraire, je sais pas, du médecin isolé ou d'un proche qui est complètement envahi par l'épuisement, etc. Comment on évite cela? Comment on peut structurer un vrai processus délibératif qui mène à une décision, quelle qu'elle soit, et que moyennant quoi, cette décision
quand elle se prend au terme d'une délibération collective dans une situation singulière, eh bien, on puisse la valider, et y compris avec des magistrats qui le comprennent, plutôt que d'intervenir a posteriori, qui interviendraient a priori. Mais vous voyez, tout cela, tout ce que je dis là est à mettre au débat pour l'instant. Enfin, on ne peut pas décider de ça comme ça. On va ouvrir ces questions avec le comité consultatif social d'éthique. Vous imaginez combien tout cela peut être source de tension. On espère que ça suscitera du débat, de l'écoute autour de tout cela. Un des enjeux pour moi, c'est de ne pas partir avec une opinion arrêtée, mais de savoir que chacun d'entre nous peut évoluer dans son rapport à cette question. Ouais, ta parole est très, très importante, en tout cas très rassurante pour nous et puis pour les auditeurs et les auditrices. Tu penses qu'effectivement, le temps politique est peut-être à mettre de côté, hein. On est effectivement souvent dans les élections par rapport au temps que tu proposes de prendre ce temps de réflexion. Mais comment toi, en tant que membre du Sénat, qui est effectivement dans le cadre de sa loi un porteur, et un initiateur de toutes les réflexions que tu as pu avoir, comment ce temps-là, tu peux le juguler par rapport au temps politique? Comment tu peux jouer avec ce temps politique? Ben, moi, c'est la grandeur de la politique que de savoir prendre du temps. La petitesse des politiciens qui considèrent que tout doit être fait, qui confondent la politique et la séduction, est quelque chose qui, de mon point de vue, est assez dangereux, voire une pente glissante pour nos sociétés. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de discuter longuement avec Robert Badinter sur ces questions de fin de vie, mais qui me rappelait aussi comment, en 81, je pense, lorsqu'il a permis d'abolir la peine de mort dans notre pays, il l'a fait contre une opinion publique. Contre une opinion publique. Et que finalement, ce sont les arguments qui ont entraîné l'adhésion et le vote de cette loi, et pas l'opinion. L'opinion je m'excuse, mais je pense qu'on peut avoir une emprise sur l'opinion très, très facile. Et que le politique n'investisse pas cette dimension me navre, entre guillemets. Alors, je ne fais pas de procès à droite, à gauche. D'ailleurs, je pense que ça peut être assez écuménique comme critique. Je pense que l'honneur de la politique, c'est d'entrer dans la dimension complexe de ce qu'est la vie. Et en l'occurrence, la fin de vie, c'est la quintessence de la complexité, me semble-t-il. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, comme objet de recherche, comme objet de réflexion. Mais pense réellement que confondre urgence et précipitation, parler du temps politique, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du temps politique? Je pense qu'on veut dire du temps politicien. D'accord, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais le temps politique, c'est un temps qui doit savoir prendre du temps, résister contre des tendances majoritaires ou normatives, etc. Analyser les arguments, débattre autour de tout ça. C'est la fonction d'une démocratie parlementaire, mais aussi de la démocratie participative de tous les citoyens. Tu diriges l'espace de réflexion éthique. Une de vos missions, c'est le débat public. Et à mon avis, un des enjeux majeurs, c'est le débat public sur ces questions-là, qui nourrit les parlementaires, qui nourriront le débat et qui feront ou pas évoluer le droit, à mon avis. Non, je t'entends parfaitement bien. Effectivement, le contexte n'était pas tout à fait favorable. Alors peut-être qu'on s'est servi du contexte pour dire on va peut-être faire passer des choses, hein. Je te rejoins totalement. Toi qui es en plein dedans, nous on est un petit peu naïfs, hein, y compris moi bien évidemment, on n'est pas dans le sein des saints. Comment tu vois les choses dans les semaines, dans les mois? Parce que quand on regarde sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se disent et on a l'impression que c'est déjà fait d'ailleurs, que c'est déjà acté cette loi. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, écrites, commentées. Comment ça va dans les prochaines semaines? Quelles sont toi tes missions, les rendez-vous que tu as à prendre? Comment ça va évoluer pour avancer d'ici la fin de l'année? Qu'est-ce que c'est comme calendrier en tout cas Ce que j'ai compris, mais peut-être je n'ai pas bien compris, mais c'est qu'il y a eu une volonté parlementaire très forte de débattre sur cette question. Il y a eu une insatisfaction très importante lors de cette niche parlementaire dans laquelle a été débattue la proposition de loi de M. Falorni. Il y a eu une frustration très importante qu'on ne puisse pas donner suite à ce débat, entre guillemets. Il y a aussi, il faut être clair, une majorité, puisque je crois qu'il y a eu une pétition ou une lettre signée par 300 parlementaires demandant à ce que la loi évolue. Donc, il y a une réalité auprès du législateur. Et ça, je l'entends bien. Et puis, pour moi, c'est plutôt sain dans une démocratie qu'on puisse discuter au Parlement. Mais je vous rappelle quand même que
il y a une forme de bicamérisme. Hein. Il y a un Parlement qui est fait d'une Assemblée nationale et puis d'un Sénat, entre guillemets, et que tout cela va être fait de navette. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'on ne puisse débattre que dans le cadre d'une niche parlementaire, lors d'une demi-journée, qui aurait pu faire basculer le droit d'un côté ou de l'autre. Ça n'est pas acceptable, de mon point de vue. Hein. J'avais fait une tribune, je ne sais plus auquel journal, sur ça, en disant la fin de vie mérite mieux qu'une niche parlementaire. Je crois réellement, moi, je me plierais en tant que citoyen à la volonté du législateur, si le législateur a préalablement réellement appréhender la dimension complexe qui est celle-ci. Et ce n'est pas en une demi-journée qu'on aborde ces questions-là. Le législateur, il n'en est pas moins un citoyen. Je suis très impressionné dans toutes les auditions que j'ai pu avoir dans les commissions parlementaires depuis des années autour de tout ça, de voir que cette question de la fin de vie, elle est appréhendée différemment, par exemple, des autres questions éthiques comme celles qu'on a dans la préparation des lois de bioéthique, etc. C'est que la fin de vie, elle concerne tout le monde. Tout le monde a une expérience personnelle autour de tout cela. Et nombreux sont ceux qui ont des expériences personnelles assez dramatiques autour de la fin de la vie d'un proche. Et je suis très impressionné de voir qu'à quelque niveau, que ce soit de l'échiquier politique, on en vient à évoquer des situations singulières, entre guillemets, lorsqu'on est confronté à ce débat. C'est difficile, parce que c'est difficile de mettre de côté son expérience autour de tout cela. Mais là encore, un des enjeux du débat parlementaire, c'est de sortir de situations singulières pour pouvoir débattre avec une vision qui voit plus loin que soi, si je peux dire les choses comme ça. Mais c'est difficile tant, parfois, moi j'ai entendu des parlementaires me rapporter ce qu'ils ont vécu dans leur environnement. Eh bien, ça me fait honte pour notre système de santé, ça me fait honte aussi en tant que professionnel de santé parfois d'entendre ce que j'entends et je comprends parfois une forme de militantisme, tant il y a d'irrespect parfois, il y a eu de l'irrespect ou il y a encore de l'irrespect autour de ces questions-là. On parle beaucoup de Régis de la laïcité, une valeur, je m'exprime comme ça, mais ce n'est pas vrai, une valeur républicaine. Il y a la question, comme tu disais, des rites et des rituels, qui sont peut-être du domaine païen, mais pas que. Et donc la question de la religion, bien évidemment. La loi Leonetti-Claes-Leonetti encadrait, en tout cas les religions étaient représentées. Comment ça se passe pour les religions qui peuvent être effectivement enclins, en tout cas, à donner aussi leur position dans le cadre de cette légalisation éventuellement de l'euthanasie. Est-ce que tu as un retour, parce que je pense que tu dois avoir un retour de gens que tu as pu rencontrer pour discuter ou échanger sur ces problèmes qui ne sont pas des problèmes, entre guillemets, mais ces situations? Si tu m'engages dans le débat sur la laïcité, je te propose qu'on prolonge le webinaire de quelques heures. Hein. C'est pour répondre à un internaute. Voilà. Oui, non, j'entends bien. Globalement, pour moi, l'enjeu, de mon point de vue, de la laïcité, c'est le respect de toutes les convictions religieuses, quelles qu'elles soient, de toutes les opinions, quelles qu'elles soient, pourvu que ces opinions ne se manifestent pas dans une perturbation de l'ordre public. Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'en Belgique ou aux Pays-Bas, où on a dépénalisé l'euthanasie, on oblige les gens à être euthanasiés. Les convictions religieuses de certains qui ont une approche très sacrée, par exemple, de la vie et tout atteinte à cette dimension sacrée apparaissant comme absolument épouvantable, je crois que dans ces pays, on respecte cette dimension-là. On la respecte, heureusement. Hein. Alors là, pour le coup, on serait dans une véritable dérive si on devait considérer que on doit euthanasier une personne. Non, je crois que réellement, et le débat démocratique en France, il est de ce point de vue-là assez clair, me semble-t-il. Il y a des gens qui ont des convictions religieuses, il y a dans ces convictions religieuses des arguments, il y a d'autres arguments, et c'est à la croisée de ces arguments qu'on forge une politique. Mais aucune politique autorisant la dépénalisation de l'euthanasie. Je discute avec des collègues espagnols qui viennent de dépénaliser l'euthanasie, mais enfin, heureusement qu'aucun pays n'oblige à l'euthanasie. Enfin, il ne manquerait plus que ça. Hein, souci. Alors, moi, je me sauve si on tombait dans cette critique-là. Non, un des enjeux, mais justement, c'est aussi ça, pour moi, la laïcité, c'est associé à la capacité de débattre de ces questions-là. Démocratie laïque, c'est, à mon avis, le débat d'arguments et le respect. C'est pourquoi je le redis, ce n'est pas tant le droit qui m'inquiète, mais son application ou la méconnaissance de ce droit qu'on a tant critiqué par rapport aux lois que l'on prend. Mais je vais être un peu critique.
En France, on aime beaucoup faire des lois. Je pense qu'on est le pays qui fabrique le plus de lois à la minute. Mais quels moyens nous donnons-nous d'évaluer l'impact des lois que l'on vote? Je cherche à savoir, dans la préparation du débat au sein du CCNE, quelles évaluations ont été faites de l'impact de l'évolution des lois relatives à la fin de vie. Je cherche. Je ne trouve pas. Alors, on va probablement susciter des évaluations, hein, mais c'est quand même fondamental, ça. Si on veut faire évoluer quelque chose, c'est par rapport à quelque chose qu'on a évalué. Qu'est-ce que c'est que ces politiques dont on n'évalue pas l'impact? Vous voyez, il y a quelque chose, de mon point de vue, qu'il faut interroger. Pour moi, y compris la politique, c'est un peu comme la science. Il faut apporter des éléments factuels pour pouvoir faire évoluer les choses. Et là, on a du mal à en apporter. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'évaluation. Un peu difficile quand même. Ouais, je te parlais du calendrier. Effectivement, quand je t'écoute, j'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup de choses effectivement encore à discuter, à échanger, et malheureusement, on va être peut-être repris par une autre vague qui fait que peut-être les discussions n'auront pas lieu, et effectivement, c'est peut-être à craindre, ou des discussions comme on a en visio, c'est-à-dire avec un chat et pas forcément des vraies discussions, parce qu'on a des interfaces qui permettent pas forcément bien d'échanger, c'est un petit peu compliqué. Quel est le calendrier qui est programmé? S'il y a un calendrier qui est programmé, quelle est l'attente que peut avoir, alors encore une fois, je le dis aussi de la part des citoyens qui étaient aussi demandeurs, des politiques, peut-être des politiques politiciennes, de la politique politicienne, quel est le calendrier qui est programmé ou qui est prévu dans les prochaines semaines? J'ai cru comprendre, mais je suis prudent dans mon propos parce que je ne suis pas dans le sérail. J'ai cru comprendre que d'ici la fin de l'année, il y aurait probablement à la fin de l'année, à nouveau, une mise au débat de cette proposition de loi ou d'une proposition de loi qui sera améliorée, parce que j'ai fait une critique de cette proposition de loi, c'est pas du législateur, hein, c'est de la proposition. J'ai déploré l'absence, enfin, l'euphémisation, l'absence de précision, l'absence de différence, etc. Tout cela peut être amélioré, à mon avis. Et je pense qu'il y aura un débat parlementaire d'ici la fin de l'année, ce qui veut dire que probablement, si ce que j'ai compris de la position de l'Assemblée assez majoritairement favorable à cette loi, elle sera votée par l'Assemblée. Et elle ira ensuite au Sénat. Et on verra un peu ce qu'il advient de tout cela. Mais je répète que fondamentalement, que le législateur fasse son travail, c'est quand même la moindre des choses qu'on doit respecter. Mais qu'on débatte ou qu'on ne débatte pas plus précisément, parce que le débat, il ne s'arrête pas au vote de la loi. Je pense que vous avez compris que les questions relatives à la fin de vie, et le débat que j'appelle de mes voeux, il ne se limite pas à un débat sur ce qu'il faut faire ou pas évoluer la loi. Elle évoluera, elle évoluera. Est-ce qu'on doit s'arrêter de débattre? Certainement pas, me semble-t-il. Parce que débattre sur la question de la fin de vie, c'est débattre sur la vie. C'est débattre sur la société. C'est débattre sur des valeurs, entre guillemets. C'est quelque chose qui m'apparaît extrêmement important. Marie, est-ce que vous partagez ce que dit Régis dans votre vécu quotidien? Comment ne pas partager effectivement ces propos? Ça, c'est inévitable. Par contre, moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est aussi d'aller au cœur des services. Alors certes, moi, je suis dans un service de soins palliatifs, mais il faut aller explorer l'ensemble des services. Parce que par expérience, il y a aussi un bon nombre de patients qui ne sont pas, pardonnez-moi du terme, mais je vais l'employer parce que c'est une réalité médicale, étiquetés comme des personnes pouvant bénéficier à des services de soins palliatifs et qui meurent dans des services sans avoir accès à des soins palliatifs. Et je pense effectivement qu'à un moment donné, pour faire évoluer la loi, mais aussi faire évoluer les pratiques, il va falloir vraiment s'intégrer aux services de soins et à l'ensemble des services de soins, et pas que aux services de soins palliatifs qui ont quand même des moyens humains et financiers autres que les autres services. Par exemple, de médecine polyvalente, je prends l'exemple concret que j'ai pu connaître, et qu'il va vraiment falloir aller interroger les praticiens et ceux qui sont au cœur du système de santé, parce qu'on a un système de santé qui devient de plus en plus défaillant et oppressé de par différents, à mon avis, facteurs. Et je pense que le Covid-19 n'a pu qu'être un catalyseur à un dysfonctionnement du système de santé et qu'il va vraiment falloir aller au cœur des pratiques pour pouvoir trouver un autre moyen de fonctionner. Vous regrettez, comme le dit Régis, mais on a déjà échangé sur le sujet, le fait que l'acte réflexique concernant une décision ou une réflexion qui amène une décision soit manquant, en tout cas, alors probablement pas en soins palliatifs où vous travaillez, mais comme vous le dites dans les services, ça c'est des choses que vous constatez, c'est que
peut-être le minimum du minimum n'est peut-être pas forcément déjà fait pour des raisons peut-être effectivement de tarification à l'activité? De tarification à l'activité, effectivement, ça c'est un des facteurs, mais je pense aussi qu'on est en manque de soignants. Quand je dis soignants, ça va de l'aide-soignante aux médecins. Les services deviennent de plus en plus déserts. On est oppressé par des DMS aussi, et ça, on va pas l'oublier. Et du coup, ça fait qu'on est sur des actes et des actes où on oublie l'humain, en fait. On oublie le fondement de notre métier qui est l'humain et la relation à l'autre. Et ça, peu importe, en fait, qui est l'acteur, que ce soit un psychologue ou un soignant qui effectivement a des actes techniques à réaliser, l'humain est au cœur de notre métier et la relation à l'autre est un fondement de notre métier qui n'est absolument pas valorisé. Et je pense que tant qu'on ne repart pas de là, on ne pourra pas faire avancer les choses en fait. Donc, c'est tout à fait concordant effectivement avec ce que dit Régis, ce qu'on constate, hein, il y a de nombreux soignants qui sont présents avec nous et qui partagent probablement ce sentiment. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a beau le dire, c'est comment on avance. Comment on avance, nous, sur le terrain? Est-ce qu'il faut de la rébellion? Alors, on dit il faut donner du sens aux soins, ce qui est toujours un petit peu compliqué à comprendre. Comment on peut avancer? Quelle proposition vous pourriez faire pour dire voilà, il faut peut-être se poser, je ne sais pas comment on peut faire pour que ça se passe mieux, entre guillemets. Moi, je pense réellement, hein, au-delà de la question du débat dont on a déjà assez parlé, que euh, cette politique cette insuffisance d'une politique du développement intégré des soins palliatifs et de la réflexion éthique dans l'ensemble des services hospitaliers, dans les établissements médico-sociaux. Je trouve en particulier que je travaille beaucoup sur la question du vieillissement et des EHPAD. Les EHPAD deviennent un haut lieu de la réflexion éthique. Comment faire un haut lieu de l'accompagnement de la fin de vie et de la réflexion éthique avec si peu de moyens? Enfin, il y a quelque chose même d'injurieux autour de tout cela. Les établissements pour personnes atteintes de handicap, les handicapés vieillissants, les maisons d'accueil spécialisées, ce sont les endroits où il y a la plus forte concentration de questions relatives à la fin de vie, à des décisions éthiques, et ce sont en même temps les lieux où il y a le moins de moyens. Donc, il y a lieu de repenser assez fondamentalement, me semble-t-il, cette vision qu'on a du développement des soins palliatifs. Il faut changer de registre. L'avenir n'est pas l'avenir. La question n'est pas tant de démultiplier des unités de soins palliatifs. Je rappelle que les unités de soins palliatifs, ça ne sert qu'à appréhender les situations les plus complexes. Mais 90%, je ne sais rien, ce n'est pas une statistique, mais des situations de soins palliatifs devraient se résoudre au domicile, dans les établissements médico-sociaux, dans les services de soins non spécialisés, avec la possibilité de faire intervenir des équipes mobiles, justement, de soins palliatifs, qui deviennent, à mon avis, un outil de la culturation assez intéressant. Et je regrette, je pense il y a deux leviers, hein, c'est la formation et la recherche, et puis c'est les moyens humains, quoi, hein, il faut valoriser tout cela. Hein. Moi, le système de santé, c'est un système qui est fait pour des personnes et qui est animé par des personnes. Quand on ne se donne pas les moyens humains de faire fonctionner la performance dont on nous parle sans arrêt dans le monde de la santé, la performance, elle n'est pas que budgétaire, elle est humaine, la performance. Une vision humaine, humaniste de la performance a disparu. Je pense que suspendre le temps pour accompagner quelqu'un qui est dans une souffrance ultime, c'est faire son devoir humanitaire, en quelque sorte. Il faut valoriser cela. Et je pense que puisqu'on va, j'espère, avoir l'occasion de repenser une réforme profonde du système de santé, voilà des éléments, à mon avis, qu'il faut faire intervenir, me semble-t-il. Ça m'apparaît être fondamental. Et je répète combien, si on veut que les gens soient formés, il faut qu'il y ait des universitaires pour les former. On a toutes les peines du monde à créer ce qu'on appelle une filière universitaire qui serait interdisciplinaire, d'ailleurs, autour de ces questions-là. On a toutes les peines du monde à avoir des enjeux de formation et de recherche qui soient investis comme majeurs, voire prioritaires. On regarde encore un peu du point de vue universitaire la médecine palliative, j'aime pas beaucoup ce mot d'ailleurs, mais enfin, on la regarde au mieux avec condescendance. Peut-être il faut qu'on arrive à comprendre que la vision qu'on a de la santé, qui est devenue très sanitarisée, doit être un peu regardée d'une façon un peu distanciée, qu'on voit que la part des humanités, la part des sciences humaines et sociales apparaît extrêmement importante, et je revendiquerai volontiers la création de chaires de médecine palliative ouvertes aussi bien à des médecins qu'à des non-médecins, pourvu qu'ils fassent ce qu'on attend qu'ils fassent, de la formation et de la recherche, me semble-t-il.
je rebondis sur une question d'un collègue, une interrogation et peut-être une crainte d'ailleurs concernant le système en Belgique, hein, qui paraît, en tout cas, vu de notre côté, huilier, bien organisé avec l'euthanasie qui est en cours depuis 2002 et qui peut-être, et le collègue fait référence à un médecin bien connu dans le domaine de la réanimation concernant des euthanasies non souhaitées, non demandées, pour des raisons de regard qu'on peut porter sur les malades. En se disant, bah oui, ça vaut peut-être pas le coup, la qualité de vie sera peut-être trop dégradée, trop compliquée, on porte peut-être des fois un regard compassionnel qui fait qu'on va peut-être accéder à des souhaits qui ne sont pas du tout sollicités. Est-ce que cette crainte-là, tu penses que ça peut être aussi une crainte? La loi répond à des demandes très particulières, bon, pourquoi pas comme tu l'as dit, mais aussi la crainte, c'est de se dire, ben, on voit aussi tous les gens un peu tordus, bancals, alors je mets ça entre guillemets, bien évidemment, c'est une expression très médicale, bah, finalement, on dit, bah, eux aussi, je pense qu'ils seraient pour l'euthanasie, même s'ils ne l'ont pas formulé. Est-ce que ça peut être une crainte, ça? Toi qui parles d'humanité, effectivement, d'humanisme. C'est pour ça que tu m'interrogeais sur le temps politique. Le temps politique, ça doit être le temps du respect. Et le temps du respect des personnes les plus vulnérables, c'est ce qui doit éviter justement qu'on en arrive à considérer que quelqu'un est dans une situation qui n'est pas supportable pour nous, pas pour lui. Donc, c'est un danger. Alors, je ne voudrais pas stigmatiser quand même ce qui se passe aux Pays-Bas et en Belgique, parce qu'on entend tout et son contraire, mais pour avoir eu l'occasion avec Didier Sicard en particulier il y a quelques années d'aller voir un peu ce qui s'y passait. Enfin, on n'euthanasie pas à tour de bras dans ces pays. Hein, nos voisins ne sont quand même pas des écervelés, etc. Je note, par exemple, tu parlais de la Belgique, une différence fondamentale entre la partie wallonne et la partie flamande en Belgique autour de cette question. La culture flamande amène à un taux plus important de suicides qui sont dans le cadre du droit, hein, et moins dans la part. On voit que l'influence culturelle est extrêmement importante. Quoi qu'il en soit, il y a eu des velléités en Belgique, je crois, ou je ne sais plus si c'est en Belgique ou aux Pays-Bas, d'élargir le champ du droit, cette fois non pas à des personnes qui le demandent, mais à des personnes qui ne le demandent pas. Alors là, pour moi, c'est franchir le Rubicon. Parce qu'autant se discute d'accéder ou pas à une demande, autant décider pour autrui que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue alors qu'il n'y a pas de demande est quelque chose, à mon avis, qui serait dangereux. On n'est plus dans l'euthanasie, puisque l'euthanasie signifie la demande, on est dans quelque chose qui s'appelle carrément un homicide, de mon point de vue. Et autant je crois qu'il faut qu'on approfondisse le débat et que éventuellement le droit évolue en distinguant bien, je l'ai dit, je le redis, la question de l'assistance au suicide de celle de l'euthanasie, autant l'idée de donner la mort à des gens qui ne le demandent pas est quelque chose qui me terrorise. Et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le collègue, je pense aussi, qui relate ce qui a pu se passer pendant la Covid-19, la pandémie, au moment des pics, quand on discutait du tri, de la priorisation, qui est là du champ du politique, hein, pas du temps du champ de la médecine, mais pour lequel on a dû certainement faire des choix. Alors, on n'euthanasiait pas les malades, mais finalement, on les mettait dans une situation où on ne leur faisait pas les soins qui devaient leur être apportés, et in fine, on contribuait à une fin de vie qui n'était pas du tout aidée, accompagnée comme on peut le faire. Donc, c'est vrai qu'on a quand même cette crainte-là, Régis, de se dire, bah, effectivement, l'euthanasie tacite, entre guillemets, c'est un mot qui n'est pas utilisé, moi j'aime bien utiliser parce que de dire oui, on ne va pas injecter quelque chose, mais le fait de ne pas faire, voilà, le fait de ne pas accéder à des soins. Et ça, on l'a vu. Moi, je ne veux pas dire qu'effectivement on l'a fait parce que c'est compliqué hein, maintenant avec le recul et avec l'émotion qu'on peut avoir sur cette situation délicate. Mais dans certains services, c'est poser la question. L'accès effectivement aux personnes âgées, aux personnes qui sont handicapées, aux personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques, aux malades qui sont âgés avec une maladie d'Alzheimer. L'euthanasie, c'était on n'injectait pas, mais effectivement, c'était tacite, c'est-à-dire qu'on le faisait, donc ça peut être une crainte, effectivement. Et le collègue, je pense qu'il soulève aussi cette problématique-là. Oui, mais la question est très juste et elle est très pertinente et puis elle est très opportune. Hein. Nous avons été confrontés, toi comme moi, dans notre région, particulièrement touchés par la Covid, à certains moments, à un état limite de submersion de notre système de santé où nous n'avions plus les moyens de toutes nos ambitions. Quand bien même vous auriez souhaité, en tant que réanimateur, appliquer les règles que vous appliquez très régulièrement, qui consiste à faire des choix d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Des choix, vous en faites tous les jours. Hein. Nous ne l'aurions pas pu.
il faut se remettre dans le contexte d'une crise, une subversion du système de santé qui fait qu'on prend des décisions, à mon avis, qui ne sont pas habituelles. Simplement, et je l'ai dit et écrit d'ailleurs à ce moment-là, le corollaire de la nécessité de choisir parfois ou de devoir ne pas permettre l'entrée dans des services de réanimation, le corollaire, c'était le devoir d'accompagner les patients. C'était de devoir leur apporter des soins palliatifs adaptés, à mon avis. C'est ce qu'on a essayé de faire dans l'environnement qui est le mien, hein, en créant des plateformes pour aller dans les EHPAD, même en télémédecine, etc., pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait, aider des professionnels de proximité à ne pas laisser les gens comme ça, abandonnés. Il y a un devoir, à mon avis, fondamental, c'est le devoir de non-abandon d'une personne en situation de détresse en fait. C'est pour ça que on est obligé de clôturer. Régis, on est obligé de clôturer sur ces paroles, effectivement, qui sont très, très importantes, mais on t'écouterait bien évidemment pendant des heures. Je pense qu'on aura ces débats-là un petit peu plus tard, bien évidemment, quand on sera un petit peu plus avancé, donc on reviendra vers toi. Voilà, on a commencé à l'heure, je finis à l'heure. Je suis désolé de t'avoir mis sur ce type de questions, mais effectivement, c'est des questions voilà, pour lesquelles il faudra sûrement faire un retour d'expérience. Je vous remercie très sincèrement, Marie et Régis, d'avoir participé à ce webinaire. Je savais que ça allait être très court, bien évidemment, mais c'était très passionnant et on en est encore, je pense, un peu ému par rapport à tout ce qui s'est dit, et notamment des expériences vécues. Je remercie également Aurélie et Cécile pour le lien qu'ils ont fait avec le chat. Et puis, j'en profite également pour remercier les gens qui nous ont accompagnés au cours de ce webinaire et par le YouTube. Ça va être diffusé, hein, bien évidemment, l'heure 30 sur YouTube et via le site de l'ESSERV, je l'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie très sincèrement et puis on se dit probablement à bientôt. À bientôt. Au revoir.